Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant ce qu'on a déjà fait? Ok, donc on va commencer. Bon, avant de commencer, je m'excuse hier, donc on était mobilisé pour la correction du concours doctorat, donc je ne pouvais pas faire le cours. De toute façon, on a presque terminé, donc il nous reste un ou deux exercices. Alors, l'exercice 4, donc il contient plusieurs actions paramétrées. La première, c'était de développer une fonction miroir qui permet de renvoyer le miroir d'un entier naturel. On vous a donné un exemple, par exemple le miroir de 23, 5, 68, c'est l'inverse, donc c'est 86, 53, 2. Alors cette fonction, on l'a déjà vu en termes d'algorithme, donc je vous rappelle l'algorithme. Bon, je le mets sur une feuille pour le voir. En tant qu'algorithme, on l'a vu déjà. La dernière série, la série précédente. Donc c'était un algorithme, donc on a demandé d'introduire un entier positif. Ensuite, on a procédé à la division par 10, et à chaque fois, je vais prendre le reste que je multiplie par 10, je lui rajoute le reste. Donc c'était en quelque sorte former un nombre en inversant à chaque fois donc les restes du nombre. Donc c'est ce que vous avez vu en structure machine. C'est une sorte d'évaluation d'un nombre écrit en base B. Dans ce cas, la base c'est 10. Ça veut dire, au lieu de faire des divisions par 2, lorsque vous faites la conversion en binaire, ici on fait en quelque sorte une conversion en décimale, mais je vais inverser. Ça veut dire que je ne vais pas prendre dans le sens normal. Donc là, on l'a déjà vu. En principe, il n'y a pas de problème. Donc on a vu comment on va convertir un algorithme en procédure ou bien en fonction. Première chose à faire, on a dit qu'on va transformer en fonction ou bien procédure. Dans ce cas, c'est quoi? Est-ce que c'est une procédure ou bien une fonction? Dans ce cas, on va utiliser quel type? Fonction. Bien, pourquoi? Parce qu'on voit là, quand on vous demande de... Déjà, c'est dit, c'est une fonction. Pourquoi c'est une fonction? Parce qu'elle renvoie un entier naturel. Elle renvoie un seul entier, donc c'est une fonction. Bon, je peux mettre une procédure. On a dit que toute fonction peut être transformée en procédure, mais lorsque vous avez un seul résultat en sortie, il vaut mieux utiliser des fonctions. Donc voilà, je vais transformer ce mot-clé en fonction. Une fonction, bon, je laisse le nom tel qu'il est, miroir. Elle est de type entier, donc je commence déjà par le type entier. Maintenant, les paramètres de la fonction. On a dit que toute variable en entrée, en lecture, qu'on va lire, elle devient paramètre d'entrée. Ici, on voit qu'on a demandé la lecture d'un entier positif. Et bien sûr, on a dit que le contrôle de données ne se fait pas au niveau des procédures ou bien des fonctions. Il se fait au niveau du programme principal qui va appeler ces actions paramétrées. Donc, le contrôle en utilisant la boucle répétée ne se fait pas dans les AP, que ce soit fonction ou bien procédure. Sauf dans des cas particuliers où on vous demande ça. Donc, on a dit que toute lecture, elle devient paramètre d'entrée. Et si j'ai une seule lecture, qui est le A, donc je vais dire, voilà, je vais transformer le A ici, c'est un entier. Et bien sûr, je vais l'enlever de la lecture avec son contrôle. Donc là, il va disparaître. On va l'enlever en quelque sorte. Et donc, je vais dire que je vais l'enlever aussi des déclarations. C'est clair? S'il vous plaît, éteignez vos microphones, sinon je vais être obligé d'éteindre moi-même. Donc, celui qui a une intervention, donc il allume son micro, sinon vous éteignez, pour ne pas
obligé à couper le son de tout le monde. Voilà. Ensuite, on utilise une variable locale. OK, parce que c'est tel le résultat de la fonction. On a dit que je peux utiliser le nom de la fonction comme je peux utiliser une variable locale. Et c'est une bonne habitude d'utiliser une fonction et une variable locale. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Donc, on avait initialisé le m à 0. Et tant que a est différent de 0, faire. Donc, ça, je ne change rien. Donc, j'aurais pu mettre ici, utiliser le R avant de calculer m reçoit 1 fois 10. Ensuite, je vais mettre plus R, mais je peux manipuler directement le R. A égale A div 10, ainsi de suite. Ici, l'affichage. Donc, il n'y a pas d'affichage. Dans une fonction, on a dit que la règle, il n'y a pas d'affichage. Donc, ça sera éliminé. Et ça se transforme en quoi? Ça se transforme en la sortie de la fonction. Donc, c'est le miroir maintenant, le nom de la fonction, qui va recevoir quoi? Il va recevoir ce qu'on devait afficher algorithmique. On aurait affiché le m, donc ça va être, il va recevoir le m. Donc, je vais dire le miroir reçoit m. Et voilà votre fonction. Donc, au lieu d'avoir ces trucs-là, donc on va les enlever. Alors, si je les enlève, qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'enlève la variable ici maintenant. J'enlève cette écriture avec son contrôle de données. Je fais le traitement maintenant. On garde les traitements seulement. J'enlève l'affichage. Et vous voyez, donc maintenant on a transformé. Donc, transformation de l'algorithme en fonction. Maintenant, si on n'avait pas l'algorithme, donc il fallait développer bien sûr la fonction indépendamment de l'algorithme. Maintenant, si vous avez déjà l'algorithme, c'est simple de le transformer. Maintenant, si vous n'avez pas bien compris comment faire le passage, j'écris d'abord l'algorithme de la fonction, du traitement. Ensuite, je le transforme en algorithme, en fonction ou bien en procédure. Bon, donc on a développé la première question qui était la fonction miroir. Alors, la deuxième fonction, on vous demande maintenant d'écrire une procédure. Là, on vous a spécifié les types des AP. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, on l'a appelée int frac. S'il vous plaît, vous éteignez vos microphones. Alors, la deuxième procédure, on a dit que c'était int-frac qui permet de calculer la partie entière et la partie fractionnaire d'un nombre réel. On vous donne ici un exemple, supposons que x égale 235,2601. Sa partie entière, donc, c'est ce qui est avant la virgule, et sa partie fractionnaire, c'est ce qui est après la virgule. Alors, comment on calcule ça? Je vais donner un exemple. Alors, supposons que j'ai un entier x qui est égal à 5,326. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai besoin de calculer la partie entière de x et d'une partie fractionnaire que j'appelle fx qui est égale en fait à quoi? À chaque fois, il est égal à x moins sa partie entière. Alors, je commence avec une partie entière nulle au départ. Donc, si je calcule maintenant fx, ça me donne 5,326. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'incrémente la partie entière de 1.
Non, attention. Attention, ici, il y a votre camarade qui dit, je vais utiliser le x mod 1. Attention, le mode ne peut pas être utilisé avec les réels. C'est un opérateur qui s'utilise avec les entiers seulement. Le mode et le div, Adoma, le mode et div, on ne peut pas les utiliser avec des réels. C'est clair, faites attention. Je ne peux pas utiliser le mode et le div avec des réels. Ça ne donne pas de résultat. Parce que les opérateurs mode et div, ils sont spécifiques aux entiers. Donc, je ne peux pas ici utiliser le mode et div. Je suis obligé de développer moi-même l'algorithme qui me donne la partie entière et la partie fractionnaire. C'est clair? Faites attention. Donc, ici, je ne peux pas utiliser le mode. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc? On va en quelque sorte calculer notre partie entière à partir de 0. Et à chaque fois, j'incrémente 1. À chaque fois, je vais incrémenter 1 jusqu'à ce que j'atteigne la partie entière de mon nombre. Qu'est-ce que je fais? Donc, ici, je dois aboutir à 5. Je dois avoir le 5. Donc, je commence à 0. Qu'est-ce que je fais? Donc, je vais répéter l'opération, donc boucler sur cette opération-là, jusqu'à ce que la partie fractionnaire, qui est égale à x moins la partie entière, devient inférieure à 1. Tant que le nombre ta'i hadaya, x moins ex est supérieur à 1, ça veut dire qu'il y a encore la partie entière, que je n'ai pas atteint encore la partie entière. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence à 0, je calcule la différence, c'est toujours le même nombre au départ, bien sûr. J'incrémente de 1. Maintenant, 5, 326 moins 1, c'est 4, j'incrémente 1, je calcule la différence, c'est 3, j'incrémente, je calcule la différence, c'est 2, j'incrémente, je calcule la différence, c'est 1, j'incrémente et je calcule la différence, donc c'est 0, Alors, vous remarquez ici que lorsque j'atteins à une partie fractionnaire strictement inférieure à 1, j'aurai le EX, que j'ai appelé la partie entière de X, qui est égale exactement à la partie entière du réel, et la différence entre le X ta'i de départ, moins la partie entière, la dernière valeur de la partie entière, EX, qu'on est en train d'incrémenter, me donne la partie fractionnaire. C'est clair la méthode? Ou bien un algorithme, comment je calcule la partie entière et la partie fractionnaire. Donc, je commence avec mon nombre réel, quel que soit le nombre. J'initialise ma partie entière à 0 et je vais commencer à incrémenter la partie entière jusqu'à ce que j'atteigne la partie entière du nombre. Quand est-ce que je serai sûr que j'ai atteint la partie entière? C'est lorsque la différence entre le x et la partie entière devient inférieur à 1, ça veut dire que ce qui me donne en même temps la partie fractionnaire. Donc, la procédure TANA, c'est quoi? Je lui donne un réel en entrée, x, et elle me donne en sortie une partie entière x et une partie fractionnaire fx, qui est un type réel. Donc, la partie entière, c'est entier, et la partie fractionnaire, c'est un réel. Donc, j'initialise le ex à 0, et ensuite, je vais dire tant que x moins ex est supérieur ou égal à 1, donc cette différence-là est supérieure ou égale à 1, qu'est-ce que je fais? J'incrémente la partie entière. À la fin, donc, la partie fractionnaire, c'est la différence. Donc, fx, c'est x, c'est ce qu'on était en train de calculer. À chaque fois, je calcule cette différence-là. Donc, lorsqu'elle devient strictement inférieure à 1, je la prends comme étant une partie fractionnaire. Alors, si par exemple, dès le départ, le nombre était un entier, par exemple, était 5, donc je vais incrémenter à chaque fois, et à la fin, je vais sortir avec 0. Et automatiquement, la partie fractionnaire d'un nombre entier, elle est toujours nulle. C'est bon pour la procédure AD?
Bon, ici on a donné une... Monsieur, Oui, نقدروا ما نروحوش حتى لو 5 نروحوا لو 3 برك. كيفاش تل 3 نروحوا لو 3 ومن بعد لو نومبر هذا اللي نقصنا له نقصوا له او اكس موان 1 Comment ça veut سواء dire? في 3 كي يكون او Oui, اكس يقال 3 oui, لو نومبر اف اكس يكون 2 فيرغول oui. هذاك 2 فيرغول نقصوا له او اكس موان 1 سي يقال 0 صافي ان اونتي سي ديفيرون 0 دونك هذيك هي لا بارتي فراكسيون. Ici c'était un autre nombre. ماشي 5 7 وين تحبس؟ دائما نحبسوا في النص كيفاش تحبس في النص؟ كي ديباسي اف اكس يديباسي او اكس يديباسي اف اكس X, il dépasse. جوست يديباسي نحبسو. J'ai pas compris ce que tu dis là. جوست يديباسي او اكس يديباسي اف اكس يديباسي ولا ايغال. X, il dépasse ou égale Fx. Oui, سي ايغال سي ان اونتيي سي oui. ديباسيه ماشي ايغال صافي ان ريال نقصوا له اف اكس نقصوا او اكس موان 1 نجيبوا لا بارتي فراكسيونيل و لا بارتي اونتيير سي او اكس موان 1. Si tu veux optimiser, oui, bon, c'est l'idée la plus triviale. On peut bien sûr optimiser maintenant, c'est-à-dire minimiser la boucle, parce que si c'était des grands nombres, je vais par exemple 1000, tu vas bien faire 1000 itérations. Bon, on peut se baser sur ce que tu dis là, bon, ça reste à vérifier, ou là on va utiliser des divisions par 10 en quelque sorte, à chaque fois je compare. Bon, pour le moment on trouve une solution. Je trouve une solution, ensuite je vais en quelque sorte essayer d'optimiser. L'idée la plus simple, c'est ça. Bon, tu dis, lorsqu'on arrive à la moitié, je m'arrête et je calcule la différence, d'une part. D'autre part, je peux utiliser les divisions par 10. Donc, au lieu de faire 10 itérations, je vais faire 1 sur 10 à chaque fois. J'incrémente donc de 10 et ainsi de suite. Bon, c'est la première. C'est clair, là je vais avancer avec un pas de 1. Ce qu'on avait comme deuxième question, troisième question maintenant, on vous demande d'écrire une procédure fexpo, c'est la forme exponentielle d'un réel. Elle permet de transformer une partie fractionnaire. Ici on prend juste la partie fractionnaire. Je ne vais pas prendre un réel quelconque. Je vais prendre, c'est-à-dire un réel qui est inférieur à 1. Il a une partie entière nulle. Ça permet de transformer une partie fractionnaire sous forme exponentielle, donc m, donc une mantis, qui est de type entier, naturel, et une puissance, un exposant n, avec une base 10, bien sûr 10 à la puissance n, qui est un entier. Par exemple, si je prends 0,2601, ça va me donner 2601, donc tout ce qui est après la virgule, avec un exposant moins 4. Donc c'est 2601 fois 10 à la puissance moins 4, il est égal à 0,2601. Alors, comment on va procéder? Là, on vous demande de transformer une partie fractionnaire, mais chez un réel quelconque. C'est clair, si c'était un réel quelconque, c'est autre chose. Là, c'est une partie fractionnaire. Donc, si je vous donne un réel, il faut d'abord avoir sa partie fractionnaire et la transformer. Donc, pour avoir la partie fractionnaire, on va utiliser ce qu'on a développé juste la question. On va utiliser la procédure INT fractionnaire. Comment ça va se passer? Donc, ça y est. Qu'est-ce qui va se passer ici? Alors, à chaque étape, qu'est-ce qu'on fait? Je vais multiplier le x par 10 et prendre sa partie entière. Je la mets dans m.
et je décrémente la puissance, parce que je suis sûr que c'est une partie fractionnelle. Le x ta'i, c'est un nombre réel inférieur à 1. Alors, lorsque la partie fractionnaire de x devient nulle, je m'arrête. Ça veut dire que j'ai transformé en quelque sorte tous les éléments. Ça veut dire que si je prends d'ailleurs le nombre f égale ça, je le reprends ici. Bon, je reprends l'exemple. Si je prends un x égale 0,326. Donc, initialement, je commence avec une mantis nulle. Je multiplie par 10. Donc, la partie fractionnaire TI, c'est 0,326. Au départ, elle est égale à x avec une puissance nulle. 10 à la puissance 0. Donc, si je multiplie le x par 10, il devient 3,26. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la partie fractionnaire de ça, en utilisant la procédure qu'on a développée F2. Et donc, le MTI, c'est la partie entière, 3. Et le 0,26, c'est ma partie fractionnaire. Et je décrémente le 1, 2, moins 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre TI de 0,326 est égal à 3, plus le 0,26 d'ailleurs, fractionnaire, multiplié par 10 à la puissance moins 1 pour le moment. Je multiplie encore par 10, donc ça me donne le 32,6. Donc la partie entière c'est 32, la partie fractionnaire c'est 0,6 et je décrémente le 1, donc c'est moins 2. Enfin, je multiplie par 10, donc ça devient 326. La partie fractionnaire elle devient nulle, avec 1 égale à moins 3. Donc le 0,326 est égal à 326 multiplié par 10 à la puissance moins 3. C'est clair ce que je fais là? Donc la méthode c'est quoi? C'est de prendre la partie fractionnaire de mon nombre. À chaque fois je multiplie par 10, je prends la partie entière et je décrémente la puissance. Je multiplie par 10, je prends la partie entière, je décrémente la puissance, jusqu'à ce que j'atteins une partie fractionnaire nulle. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ce que je viens d'écrire là est clair? Bien. On va l'écrire donc maintenant, la procédure, on va décrire ce qu'on a fait là. Donc je lui donne un réel x maintenant. Il va me donner une mantis m entière et une puissance n entière. Je dois transformer ce x là, qui est une partie fractionnaire, donc c'est un nombre réel inférieur à 1. Il va me l'écrire sous forme de m 10 à la puissance n. Donc initialement, je commence avec n égale à 0. J'appelle la procédure intfrac avec mon x et je récupère m et fx la première fois. Donc automatiquement, si x est une partie fractionnaire, il va me rendre m égale à 0 et fx égale donc le nombre lui-même. Au départ, si x est une partie fractionnaire, regardez, donc fexpo, je lui donne un réel. Si le m, plutôt le x est une partie fractionnaire, c'est-à-dire ici qui est 0, automatiquement le premier appel ADA va me donner m égale à 0, donc c'est celui-là, avec une partie fractionnaire qui est égale à x, parce que x est fractionnaire. Si c'est un réel quelconque, donc il va me donner la partie entière et la partie fractionnaire. Bon, la procédure elle est correcte pour n'importe quel réel, et non pas pour une partie fractionnaire. On ne va pas utiliser la partie fractionnaire pour la quatrième question. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Tant que la partie fractionnaire est différente de 0, tant que je n'ai pas atteint le nul, qu'est-ce que je fais? Je multiplie x fois 10 et je récupère la partie fractionnaire et la partie entière et je décrémente le n. Donc n initialement est égal à 0.
J'ai appelé pour la première fois pour trouver la partie fractionnaire du nombre. Je vais dire maintenant, tant que fx est différent de 0, parce que je dois avoir la partie fractionnaire la première fois, parce que j'ai la condition du tant que ici. Je multiplie par 10 à chaque fois. Quand est-ce que la boucle va s'arrêter? Elle va s'arrêter lorsque la partie fractionnaire, elle devient nulle. Ça veut dire que si, dès le départ, le nombre était 0, dès le départ, x égale à 0, donc sa partie fractionnaire serait nulle, et donc je ne vais faire aucune itération. Au départ, fx est égal à 0, donc je vais sortir avec 0, 10 à la puissance 0. Donc c'est 0. Maintenant, si le fx n'est pas nul, ça veut dire qu'il y a un réel, il y a des nombres après la virgule. Donc à chaque fois, je multiplie par 10 et j'appelle la procédure INT fractionnaire qui me donne la partie entière et la partie fractionnaire. Et je décrémente le 1 de 1. Donc on va répéter cette opération-là, la multiplication par 10, jusqu'à ce que la partie fractionnaire, qui sera retournée par la procédure INT-frac, devienne nulle. Lorsqu'elle devient nulle, je m'arrête. Je m'arrête, donc je vais récupérer ma mantis dans M, qui est la partie entière, parce que INT-frac, qu'est-ce qu'elle donne? INT-frac, je lui donne un réel, elle me donne EX et FX. Dans ce cas, le EXT, c'est la mantis. Et le FX, je dois sortir avec 0. Donc, la première sortie de INT-frac, c'est la partie entière, je l'ai appelée M. La partie fractionnaire, je l'utilise pour tester la fin ou pas. Et le N, c'est N-1. À chaque fois, je décrémente de moins 1. Et ainsi, donc, à la fin, j'aurai les sorties de F expo, c'est M et N. Vous avez vu là maintenant, j'ai des imbrications d'appel. Imbrication d'appel, ça veut dire que maintenant, puisque F expo appelle INT frac, qu'est-ce que je dois faire pour l'algorithme principal? Pour que F expo peut appeler INT frac. Qu'est-ce qu'on devra avoir pour l'algorithme principal? Ici, une procédure INT frac avant la... Bien, elle doit être déclarée avant F expo. Parce qu'on a dit que si on a des appels imbriqués, ou bien que je déclare INT frac à l'intérieur de F expo, mais c'est pas la peine puisque je l'utilise ailleurs, ou bien que je dois la déclarer avant. Donc il faut faire attention que lorsqu'on écrit maintenant pour la quatrième question l'algorithme principal, il faut que je déclare INT frac avant F expo. Pourquoi? Parce que F expo fait appel à INT frac. Est-ce que c'est clair cette procédure? Donc je prends mon réel, je récupère sa partie fractionnaire, et tant que la partie fractionnaire est différente de 0, je fais donc la même chose, je multiplie par 10 et je récupère la partie entière. C'est clair? Monsieur? Oui. La question précédente, tu as INT frac. Le canicon, le X négatif. Le canicon? Non, on travaille pour le moment avec des X positifs. On travaille avec des nombres positifs. Le cas s'il y a maintenant, je veux traiter des nombres négatifs, donc il faut prendre en compte. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre en quelque sorte la valeur absolue. Et parce que le fait de faire des additions d'Anaya, si c'est un nombre négatif, ça va forcer les calculs. Donc, si je veux traiter des nombres négatifs, je vais prendre la valeur absolue, c'est-à-dire dès le départ. Je travaille comme si c'était un nombre positif. À la fin, je mets le signe Y. Donc, si c'est négatif, la partie entière, c'est moins la partie entière. C'est clair? Donc, maintenant, on va travailler, on suppose que c'est des nombres positifs. Si je veux traiter les nombres négatifs, je vais d'abord considérer que c'est un nombre positif. Donc, je prends sa valeur absolue, et je sauvegarde le signe dans une variable. Je fais le traitement tel que je l'ai fait ici, et à la fin, je vais multiplier le résultat par moins, par le signe. Si c'était positif, donc c'est positif. Si c'est négatif, je multiplie par négatif. Une bonne remarque. Bien. Monsieur, ou l'X هذاك نقدروا نديرو une chaîne de caractères. Non. Non. لازم يكون réel. C'est normal, tu fais des chaînes de caractères. Si tu fais des chaînes de caractères, ça veut dire qu'on a besoin de plein de transformations à faire. Pour transformer déjà un nombre en chaîne de caractères. Donc,
faire des caveaux. Est-ce que c'est le 5 numérique devient 5 caractères? C'est trop. Donc, on travaille avec des nombres, que ce soit réel ou bien des entiers. D'accord. Et en plus, si tu utilises une chaîne, donc la taille de la chaîne, c'est quoi? Donc, on peut pas. Donc, c'est trop de transformer. La transformation des entiers ou des réels en chaîne ou de l'inverse, ça se fait dans des cas particuliers, donc on fait appel à des procédures spécifiques. Est-ce que c'est clair les étapes, Adou? Alors, on continue maintenant la dernière question. Là, donc, on vous donne, bon, il faut corriger la série, c'est un tableau de réel, parce que c'est des entiers, il n'y a pas de partie fractionnelle. Donc, on se donne un tableau de réel. Alors, en utilisant les actions précédentes, on demande d'écrire un algorithme qui permet d'afficher les éléments dans la partie entière et miroir de la partie fractionnelle. Donc, c'est un tableau de réel. On vous demande d'afficher les éléments de T qui respectent cette propriété, c'est que la partie entière, elle est le miroir de la partie fractionnelle. En utilisant bien sûr ce qu'on a vu comme procédure 1, 2 et 3. Donc pour vérifier le miroir, on appelle la 1. Pour récupérer la partie entière et la partie fractionnelle, d'abord, donc je vais faire appel à INTFRAC et la deuxième fexpo. Donc l'idée c'est quoi? C'est lorsque vous avez un réel quelconque, qu'est-ce que je vais faire? D'abord je vais récupérer sa partie entière, je la mets dans une variable, la partie fractionnelle qui est 0,85632. Alors cette partie fractionnelle, je vais utiliser fexpo pour l'écrire sous forme exponentielle, pour l'écrire sous forme d'un entier avec une puissance. Alors, si j'écris 0, sous forme exponentielle, ça va me donner 85632 comme étant un entier avec une puissance. Ce qui m'intéresse, moi, c'est est-ce que la partie entière que j'ai récupérée pour premier appel, INTFRAC, est égale au miroir de la mantis que je récupère avec fexpo. Donc, l'idée, c'est ça. Pour chaque réel du tableau, qu'est-ce que je fais? Je récupère la partie entière et je récupère la partie fractionnelle. La partie entière, je la garde, je la sauvegarde et je fais un autre traitement sur la partie fractionnelle en appelant fexpo qui va la transformer sous forme d'un entier, donc que je peux comparer avec la partie entière et d'une puissance qui ne m'intéresse pas pour le moment, c'est juste pour la transformation. C'est clair? Donc, qu'est-ce que je fais dans mon algorithme? Je l'appelle miroir tab, par exemple, pour n'importe quel nom. Je déclare donc un tableau de réel. Je déclare une partie fractionnelle fx qui est un réel. Et je déclare un ensemble de compteurs, la taille, la partie entière et la mantis et l'exposant, c'est des entiers. Alors, je déclare miroir, je déclare INTFRAC et je déclare fexpo. Et vous remarquez ici que puisque fexpo fait appel à INTFRAC, je dois déclarer INTFRAC avant fexpo. Et je vous ai dit que c'est pas la peine de réécrire toutes les AP, il suffit de mettre l'entête et je mets un petit commentaire ici, déclaration de la fonction, la déclaration de la procédure. C'est clair? Si on écrit le tout en même temps, donc je vais les insérer ici, oui, puisque c'était des questions séparées, donc une fois qu'on a développé les procédures et les fonctions, lorsque j'écris mon algorithme principal, c'est pas la peine de refaire tout. Donc je vais juste écrire les entêtes et j'insère juste un commentaire, une phrase, pour dire que je vais déclarer ma fonction. Donc, par exemple, fonction fexpo, tout ça, var jusqu'à fin, sera dans cette place-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est classique. Donc, la première partie, c'est la lecture du tableau. Donc, je vais d'abord demander la taille du tableau, lire la taille avec un contrôle, et je vais remplir le tableau. Faites attention ici.
Faites attention. Le contrôle, j'ai vu plusieurs feuilles où il est lire sans les parenthèses. Lire T de I sans les parenthèses. C'est une erreur de syntaxe. Faites attention aux erreurs de syntaxe. Lorsqu'on écrit, on va lire les éléments du tableau, je vais lire T de I entre parenthèses. Et non pas lire T de I avec deux cours. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Une fois qu'on a lu, on a rempli le tableau, je vais commencer le traitement. Le traitement TI, c'est quoi? C'est d'afficher les éléments miroirs qui ont la partie entière et la partie fractionnelle miroir. Donc, pour chaque élément de T, qu'est-ce que je fais? J'appelle INTFRAC. Je lui donne le réel TI, c'est quoi? C'est T de I. Il va me donner EX, c'est la partie entière, et FX, c'est la partie fractionnelle. Donc là, je vais récupérer, je vais récupérer la partie entière et la partie fractionnelle. Donc, partie entière, qui est EX, et la partie frac, qui est FX. Maintenant, moi, il m'est demandé de vérifier est-ce que cette partie entière, elle est miroir de cette partie fractionnelle. Or, la partie fractionnelle, elle s'écrit sous forme de 0, quelque chose. Alors, je m'intéresse justement à ce qui est après la virgule. Ce qui est après la virgule, je vais l'obtenir en appelant la fonction fexpo. Donc, elle va me transformer cette partie fractionnelle sous forme d'un entier avec une puissance. La puissance ne m'intéresse pas la vérification du miroir. Peut-être on peut avoir des questions où on utilise cet exposant. Mais pour le moment, là, moi, j'ai besoin de la partie d'un entier qui représente ce qui est après la virgule. Donc, j'appelle fexpo. Je lui donne non pas le x, non pas le t de i, mais je lui donne juste la partie fractionnelle du nombre. Donc, le paramètre TI x devient la sortie fx de cette procédure. Je dois récupérer quoi? Je dois récupérer m et e. Le e ne m'intéresse pas. Le e pour ce traitement-là ne m'intéresse pas. Alors, ce que j'ai besoin juste du m. Le m, c'est quoi? C'est exactement ce qui est après la virgule. Maintenant, je vais vérifier est-ce que la partie entière EX, qu'on a récupérée en appelant INTFRAC, elle est miroir de cette partie-là que je récupère à partir de fexpo. Donc, je vais dire si miroir, je lui envoie le EX et le M comme paramètre. Alors, si les deux nombres ils sont miroirs, j'affiche mon T de I. Et je vais dire que cet élément-là, il a une partie fractionnelle qui est miroir de sa partie entière. C'est tout. Et c'est la fin de l'algorithme. C'est bon? Donc, vous voyez là comment on appelle des fonctions, comment on utilise. Donc, si c'était un algorithme sans les AP, il va être un algorithme assez compliqué. Mais si je fais ça, donc vous voyez que c'est simple. J'appelle INTFRAC, je récupère la partie entière, la partie fractionnelle. Je transforme la partie fractionnelle en quelque sorte en un entier fois une puissance. La puissance ne m'intéresse pas pour le moment. Donc, ça m'intéresse la partie mantis work. Ensuite, je vais vérifier est-ce que la mantis elle est miroir de la partie entière. Est-ce que c'est bon? La dernière condition. Allez, miroir. Ah oui. Oui, miroir, qu'est-ce qu'on a fait miroir? La fonction miroir, qu'est-ce qu'elle fait? Le EX et le M, maintenant les deux miroirs. Bon, attention, elle génère le miroir. Elle génère la fonction miroir génère le miroir. Donc la condition, c'est pas ça. La condition, je vais écrire. Je m'excuse. Là, on parle si EX égale au miroir de 1. Bien. C'est EX égale miroir de 1. Parce que miroir Tana, c'est une fonction qui génère le miroir. Donc,
Ma condition, c'est est-ce que EX est miroir de 1? Très bien. Bonne remarque. Je connais dans la remarque d'ailleurs. Qui est-ce qui a fait la remarque? Moi. Le nom, moi. Nadji Zénab. Nadji, bien. Bonus. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de questions sur ça? Est-ce que les gens sont là ou là dans la cuisine? Cheikh. Il n'y a pas de question, monsieur. Mademoiselle Cheikh. Non, c'est pas mademoiselle. يعني نشوف شكون اللي راه معنا شكون ما كاش فهم. Alors, est-ce qu'on a avec nous Cheikh? Elle vient d'écrire un message, monsieur. Elle vient d'écrire un message. Oui, elle a dit oui, c'est clair. Oui. نزيدو نشوفو إذا كان كامل في الصالون ولا يقراو. مهدي بن حمادة. مهدي بن حمادة. Claire, c'est bon. Alors, Ben Zawcha Youssef. Mais là, ce qu'on va Ben Zawcha, j'ai besoin. Oh, ok, bien. Bon, Ramara, je vais faire des tests pour voir est-ce que les gens sont présents ou pseudo-présents. C'est bon, c'est clair, Kamel, l'exercice? Oui, monsieur. Très bien. Très bien, donc ça y est. Donc, on a l'exercice de la matrice. Voilà. Alors, on vous donne une matrice carrée. Donc, le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. On vous demande d'écrire une action paramétrée sim, qui veut dire symétrique. Monsieur Farina sim, les renfs la cuisine. Elle permet de vérifier si une matrice carrée d'ordre n est symétrique. Une matrice symétrique, واش معناها؟ معناتها le triangle هذايا supérieur, en quelque sorte, il est symétrique au triangle inférieur par rapport à la diagonale. Donc, هذه la diagonale, اللي راهي en gras, ما تهمناش. نقولوا بلي symétrique si هاد la partie, donc la partie supérieure, هذه supérieur, mais mis à part la diagonale, je vais vérifier qu'il est égal à ce qui est en bas. Ok, la diagonale est intacte. Donc je vais voir par rapport à la diagonale. En quelque sorte, comme un miroir ici. Comme un miroir, la diagonale. Donc le 3 a l'image tau. Le 7, le voilà. Le 2, 5, le voilà. 2, 5, 2, 5. 1, 2, j'ai là 1, 2. 6, moins 2, 6, moins 2. 0, 0, moins 5, moins 5. Donc je dois vérifier le triangle supérieur. C'est exactement le triangle inférieur par rapport à cette droite-là. C'est clair? Symétrique, معناتها عندكم محور تناظر هذا. Vous avez un axe de symétrie. Maintenant, comment vérifier? Donc, l'indice de 3, jaune, il a quel indice? Quel est son indice? L'indice de 3 jaune. 1, 2. C'est 1, 2.
C'est 1, 2. L'indice du 3 vert, C'est 2, 1. 2, 1. L'indice du 7 jaune, 1, 2. 1, 3. 1 3 Ou l'indice du 7 vert, c'est 3 donc qu'est-ce que vous remarquez? le contraire ما بين الاي و On inverse, donc il suffit de permuter la ligne et la colonne pour. C'est une permutation entre la ligne et la colonne. Ça veut dire que le rôle de la fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vérifier que pour tout élément du triangle inférieur, un élément IJ doit être égal à un élément JI. Si j'ai un élément IJ qui est différent de JI, ça veut dire qu'elle n'est pas symétrique. C'est clair? Mais je vais vérifier juste une partie. Ça veut dire que les IJ ne vont pas atteindre toute la matrice, mais je vais prendre un triangle, ou bien avec le jaune, ou bien avec le vert. Si je prends le vert, je vais vérifier que chaque élément le vert a un élément symétrique في jaune. Ça veut dire que pour tout, je dois vérifier l'anaya. On doit vérifier que pour chaque élément ce que je mets dans la matrice A de IJ, pour chaque élément A de I virgule J, vert est égal à quoi? À même A, c'est-à-dire c'est la matrice A, mais maintenant je vais inverser les indices. A de J virgule I, c'est-à-dire là c'est l'élément jaune. Ok, mais donc on va prendre juste les éléments du triangle vert ou la jaune. On va prendre un des deux et on va contrôler que c'est égal à l'autre. Ça s'appelle le triangle inférieur, donc le vert c'est le triangle inférieur, ou jaune le triangle supérieur. Comment je vais parcourir un triangle inférieur? On l'a vu déjà. On l'a vu déjà dans les matrices. Comment parcourir un triangle de la matrice? Bien sûr, ça doit être carré, hein? La matrice carrée. Ok. Comment je vais parcourir un triangle de la matrice carrée? Quelle est la boucle qui va me permettre de parcourir une matrice carrée, un triangle de matrice carrée? Alors la taille de la matrice c'est n fois n, une matrice carrée donc n fois n. Comment je vais parcourir par exemple le triangle vert? Donc là je vais dire la boucle du triangle vert. Ça va être quoi? Donc I inférieur à J. Donc I Inférieur à J. monsieur on dirait deux boucles c'est deux boucles imbriquées. C'est comme si c'était une matrice. Sauf la matrice, le parcours classique. Hein? Ok, le classique, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a deux boucles pour I de 1 à n, faire pour J de 1 à n. Alors c'est ce qu'on faisait في classique. Ça veut dire que I تاعي يبدا من 1 jusqu'à n ou J تاعي يبدا من 1 jusqu'à n. Et dans ce cas, je vais parcourir ligne par ligne par exemple. هذا في parcours ligne par ligne.
Moi, déjà, le vert, il commence de quel indice, le triangle vert? À 2, monsieur. Déjà, le triangle vert, il commence à 2. 2. OK. Il commence à 2. Où est le haq? À 1. Jusqu'à 1. Donc, c'est OK. Donc, c'est bon. Maintenant, les colonnes du triangle vert, ils commencent à partir de quoi? À 1 jusqu'à N-1. Jusqu'à N-1. I-1. C'est N-1. N-1. Oui. Non, Non, c'est I-1. c'est I-1. Bien, c'est I-1. Parce que on a les éléments de la diagonale, la caractéristique de c'est quoi? Quelle est la caractéristique des éléments de la diagonale? Égal à J. I égale à J. C'est clair, I égale à J. Ça veut dire que si je veux parcourir les colonnes, je vais toujours m'arrêter avant la diagonale. La diagonale, le J est égal à I. Donc si je veux m'arrêter juste avant la diagonale, je vais m'arrêter à I-1. Donc si I est égal à 2, je vais m'arrêter à quoi? De 1 à 2 moins 1 à 1. Je m'arrête avec le 3. Si I est égal à 3, je vais m'arrêter de 1 à 3 moins 1, 2. Donc je vais avoir 1 et 2. 7 et 2. Si I est égal à 4, je vais m'arrêter à 3. Donc 1, 2, 3. Si I est égal à 5, la fin c'est 5 moins 1, 4, je vais m'arrêter. Donc la colonne va s'arrêter de 1, 2, 3 et 4. Donc la boucle Ta'na, pour parcourir le truc vert, le triangle vert, je m'excuse, j'ai déjà mon doigt fracturé, j'ai des difficultés pour manipuler la suite. Bien, c'est clair. Donc le parcours de la boucle verte, c'est ça. Le triangle vert. Alors, ce qu'on veut maintenant, c'est que le parcours Hada, je dois vérifier à l'intérieur qu'un élément vert est égal à un élément jaune. Le parcours jaune, si je veux faire travail avec le jaune, ça va être quoi? Donc la boucle, donc ce n'est plus la boucle classique. On inverse quoi? Le J et le I. Non, c'est pas. Je travaille toujours ligne par ligne. Je travaille toujours ligne par ligne. Alors, je recommence. Donc, on a le triangle jaune. Le triangle jaune ici. Donc, I de 1 jusqu'à N-1. I de Et 1, bien. Donc, on a le I de 2, ça devient, donc, ce n'est plus vert, c'est un jaune. Le I ta'na, vous voyez, les jaunes, ils donnent 1. Donc, ça va être de 1. Jusqu'à quoi? Jusqu'à N-1. Je m'arrête avant la dernière ligne. Donc, le triangle intérieur. Et le J commence de quoi? De 2 jusqu'à... De 2. Bien. De 2 à la comme sûr. Oui. Oui, oui. Tout le monde est d'accord? Si je commence la deuxième ligne à 2, ça va me donner quoi? C'est la deuxième colonne. Ivesh? Oui. La ligne 2. Si je commence la deuxième colonne, je vais commencer. Donc, I plus 1. Voilà, c'est I plus 1, attention. Je commence à I plus 1. Donc, je commence juste après la diagonale. La diagonale, c'est I. Si je commence juste après la diagonale, à chaque fois, vous voyez que je commence après la diagonale. Donc, jusqu'à N. À chaque fois, je commence de I plus 1, donc juste après la diagonale, et j'arrive jusqu'à N. Voilà comment parcourir le triangle jaune. Donc, là, on a le choix, ou bien d'utiliser le parcours du triangle vert, ou là, le parcours du triangle jaune. À chaque fois, je vais comparer maintenant. Donc, là, il va y avoir une comparaison entre le A de IJ, entre A de IJ et le A de JI.
que j'utilise la première boucle à la deuxième, l'essentiel de la comparaison, c'est toujours ça. Est-ce que c'est égal? Si c'est égal, je continue. Si c'est différent, je dois arrêter. Et je vais dire que la matrice n'est pas symétrique. Pour qu'elle soit symétrique, il faut que tous les éléments du triangle vert sont symétriques à ceux du triangle jaune. Ou l'inverse. Tous les éléments du triangle jaune sont symétriques à ceux du triangle vert. Si je trouve un élément qui n'est pas égal, ça veut dire qu'elle n'est pas symétrique. Et donc, je vais utiliser des boucles pour ou des boucles. C'est des boucles Tonker, monsieur. C'est des boucles Tonker. Donc, on a donné des boucles pour voir juste le parcours. Mais puisque je dois m'arrêter si je trouve des éléments différents, donc je vais utiliser des boucles Tonker et bien sûr avec un booléen ou là, un résultat de la comparaison. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, je vais écrire les traitements, on va transformer en procédure ou là en fonction. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Si je veux utiliser la partie verte, donc je vais initialiser le i. Pardon. Si j'ai de l'espace, donc i reçoit 2, parce que je commence à 2. Donc, i reçoit, j'ai une affectation là. Alors, i reçoit 2. Et je vais dire donc maintenant, tant que quoi? Tant que i est inférieur ou égal à n. Parce que là, on a la boucle verte de 2 jusqu'à n. Donc, elle peut être 2. Je vais dire tant que i est inférieur ou égal. Tant que c'est inférieur ou égal à n. Faire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est la seule condition? Est-ce que c'est la seule condition? On ajoute la condition de J. Donc, j'ai besoin, n'oubliez pas que nous allons développer une fonction. Donc, je vais dire que je vais parcourir tant que c'est vrai, elle est symétrique. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise un booléen symétrique que je dois initialiser à quoi? Vrai? Vrai. Voilà, je suppose que c'est vrai. C'est l'hypothèse. Je suppose que ma matrice, elle est symétrique. Je suppose que ma matrice, elle est symétrique. Et donc, je vais dire ici, tant que i est inférieur ou égal à n, est symétrique. Et sim. C'est clair. Qu'est-ce que je fais? Donc, pour j allant de 1 à i-1, donc je dois initialiser le j à 1 et je vais aller jusqu'à i-1. Donc, je prends j reçoit 1. Faire ici quoi? Faire, donc j reçoit 1. Pas de i, c'est de j. Je commence à 1. Et je vais dire toujours un tant que. Parce que je dois m'arrêter en cas où les éléments ne sont pas égaux. Donc maintenant, sauf que c'est un tant que ij inférieur à strictement à i. Ou là inférieur ou égal à i-1. Donc, pour ne pas encombrer l'écriture, je vais dire strictement inférieur à i, qui revient à dire inférieur ou égal à i-1. Et toujours symétrique. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais dire si quoi? Si les deux éléments sont différents, parce qu'on a dit qu'on va faire une comparaison, si c'est différent, s'ils sont différents, alors quoi? Alors qu'est-ce que je fais? Si les deux éléments sont différents, qu'est-ce qu'on fait? Sim reçoit faux. Symétrique reçoit faux. Bien. Bien. J'aime les gens qui suivent. Reçoit faux. Fin de ci. C'est clair? Bon, je suis toujours d'accord.
Ça veut dire quoi maintenant? Si je trouve un élément différent, sim tous les à faux, donc il la boucle à faux, donc il va sortir parce que j'ai un et ici. Il faut que les deux conditions soient vraies. Alors si je trouve, bon, les majuscules ne sont pas obligatoires, mais c'est juste pour voir les opérateurs booléens. Et faux, donc il va sortir. Il va sortir avec la valeur faux. Il a vrai tout le temps, donc il va sortir avec l'hypothèse qui est vraie. Donc maintenant, qu'est-ce que je dois faire ici? Les incrémentations, puisque c'est des boucles tant que. Donc, J reçoit J plus 1. J reçoit J plus 1. Monsieur, Oui. comme ça, on a un problème في J reçoit J plus 1. لازم نديروه في السينون تاع سي. علاش sinon? باسكو لو كان نديرو هكذا جي reçoit J plus 1 Oui. ويعاود يطلع لا بوكل في لو داني يلقاه ديفيرون ماشي انفيريور اي صافي يخرج على الجال هادي وعلى الجال هادي دوك من بعد ما نقدروش عليه نعرفوا عليه من الخرج. Non. اسكو على هادي اسكو على هادي. ما يهمنيش إذا خرج على جال هذه. سيم تاعي جو لي لا فالور دو سيم. C'est clair. إذا خرج على جال J supérieur à I, ça veut dire que je vais entrer la deuxième ligne, la ligne suivante en quelque sorte. Ok, وإذا كان سيم ولا أفو, donc يطلع لهنايا يخرج بالفو. Donc quelle que soit la situation, l'incrémentation نديرها في après le fin de si, ما يهمش. C'est clair. Je peux la mettre sinon, ça me dérange pas, mais ça, même si je la mets après le fin de si, ça marche. Oui, monsieur. Oui. Ok. Je peux la mettre sinon. Donc, si c'est différent, je mets à faux et je vais m'arrêter. Sinon, j'incrémente. Dans tous les cas, j'incrémente. Ça ne me dérange pas. Parce que même quand je suis sorti par la condition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai terminé les colonnes. Je passe à la ligne suivante. Mais sim est resté toujours vrai. Donc, il va suivre toujours l'hypothèse. Donc, mais quand sim est les faux, نخرج. Quelle que soit la valeur de J, qui n'a pas la deuxième boucle, je vais sortir aussi. C'est bon? Après ADA, donc je vais incrémenter le I, parce que je passe à la ligne suivante. Là, on a la même chose, même si le I il a atteint la fin, ça ne me dérange pas, parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est le sim fait. Bien. Donc, c'est les traitements. C'est les traitements qu'on doit faire. Voilà, je vais mettre en gras les mots-clés. Donc, là, voilà. Non. Ici. Et le fin de ci. Bien. Donc, tout ça, c'est en quelque sorte le corps de ma fonction. Alors, la fonction terna, c'est quoi? Alors, c'est une fonction sim. Bon, maintenant, puisque j'ai utilisé la même variable, je vais dire que, bon, je peux garder, mais je garde le nom de la fonction. Donc, ça va être une fonction qui s'appelle sim. Elle est de type quoi? Elle est de quel type? بوليان. بوليان. ريال. بوليان يا رجل هكذا ريال. يا كيف ريال يا وليدي؟ وي بوليان. ايوه هكا رجعت للسؤال. بوليان. Elle a besoin de quel paramètre? Elle a besoin de quel paramètre? La matrice carrée. La matrice, donc les paramètres de la fonction. Les paramètres de la fonction. Donc, j'ai besoin d'une matrice carrée. Alors, lorsqu'on envoie une matrice à une fonction, je lui donne le nom, c'est-à-dire la déclaration de la matrice, et la taille de la matrice, attention, même si c'est un vecteur.
La taille de la matrice. Puisque la matrice elle est carrée, donc c'est juste le n. Si c'est une matrice qui n'est pas carrée, dans un autre exemple, on a n et m. La taille n et m. Si c'est un vecteur, je lui donne la taille. Donc lorsque vous utilisez des vecteurs comme des paramètres dans une fonction, dans une procédure, il faut donner le type de la matrice, du vecteur, il faut donner la taille. Et la taille, là, je donne la taille qu'on a lu comme taille maximale. C'est-à-dire que ça se dit le programme principal. Là, ça ne nous intéresse pas de donner ici la taille exacte. Alors, on donne toujours la taille réelle de la matrice ou là du vecteur. Alors, si je fais ça, ça veut dire que je vais dire A, c'est un tableau, ok, on colle de 1 à 50, on colle 2 entiers. Voilà le premier paramètre. On va donc coller la taille tau n, c'est un entier. C'est bon. Mais on se dit là, toute cette la déclaration a dit un tableau de 1 à 52 entiers, si c'était des réels, ainsi de suite. Là, on vous dit, généralement, je ne sais pas ce qu'on l'a déjà introduit dans le cours, les premiers cours. En général, quand on, lorsque on utilise des tableaux comme paramètres, on déclare ce qu'on appelle, il est quelle heure? 11 heures. Est-ce que vous avez autre chose après? Non, bien. Non. Vous n'avez rien? Bien, donc je termine en mettant terme, parce que là, juste 4 minutes maximum, on termine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On déclare ce qu'on appelle, on déclare un nouveau type. Je ne sais pas, est-ce qu'on a introduit la notion de type les cours début quand même? Lorsqu'on a parlé de les types entiers, la partie déclaration, on a déclaré les constantes et les variables. Est-ce qu'on a parlé de type? Je ne me souviens pas. Alors, lorsque vous avez une partie déclaration dans un algorithme, là, dans une procédure, dans une fonction, vous pouvez déclarer les constantes, vous pouvez déclarer les variables, var, et ensuite début et fin. C'est clair? En plus maintenant, on peut déclarer ce qu'on appelle des types. Donc, le mot-clé, c'est types. Des types, je peux déclarer n'importe quoi. Ça devient maintenant des types qui ne sont pas prédéfinis. C'est à nous de définir le type. C'est clair? Par exemple, on met un nouveau type, on met tab. C'est quoi? C'est quoi? C'est un tableau. C'est un tableau de 1 à 50 de entiers. Ok? Bon, quand c'est des types, on vous dit qu'on n'utilise pas les deux points, mais on utilise les égales. Ça veut dire maintenant quoi? Ça veut dire que chaque fois que vous avez besoin d'un tableau de 1 à 52 entiers, c'est pas la peine de refaire l'écriture quand même. Il suffit que c'est un tab. Donc, je donne un nouveau nom à un type. C'est pas quelque chose de nouveau, le tableau, on les a déjà vus. Mais au lieu qu'à chaque fois je vais dire tableau de 1 à 52 entiers, je vais appeler la déclaration, je vais l'appeler tab. Donc, je déclare en quelque sorte un nouveau type, un nouveau nom de type, mais la base, c'est ce qu'on a vu, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Mais je vais l'appeler ça.
Et donc, les variables, je peux dire T, deux points, c'est un tab. Tab, c'est quoi? Il regarde les types تاعو c'est un tableau. Donc, au lieu d'écrire tableau de entier, je peux écrire tab directement. C'est clair à la notion? Donc, on peut déclarer de nouveaux types, de nouveaux noms de types. Et là, je donne les types classiques qu'on a vus. Je peux donner n'importe quoi ici. Je lui donne un nom. Donc, tableau de 1 à 52 entiers, je l'appelle maintenant dorénavant tab. Je peux l'appeler tab 50, ainsi de suite. Ça va m'aider dans la déclaration des procédures. Donc, maintenant, au lieu de dire A, c'est un tableau de 1 à 52 entiers, qu'est-ce qu'on l'a appelé? Tab. Tab. Donc, on peut le directement, ça c'est tab. Et vous voyez que ça simplifie l'écriture, surtout les paramètres. Au lieu d'encombrer les paramètres par la déclaration de Hada, on utilise généralement les tableaux. Il y a d'autres éléments qu'on va voir dans le S2. C'est mieux d'utiliser la notion de type. C'est clair? Donc, bon, je peux utiliser tableau, et c'est plus simple. Ça veut dire que l'écriture maintenant, elle est plus simple. Il suffit de déclarer un nouveau type, c'est tab, et ça me donne, je remplace la déclaration. Je reviens maintenant à la fonction TI, puisqu'on a déclaré déjà le type maintenant. C'est le déclaratif principal, attention, ce n'est pas au niveau de la procédure de la fonction. Le type, il va être déclaré dans le grille principal. C'est celui qui va appeler les procédures qui déclarent le type. Il va les paramètres avec les noms, les nouveaux noms. Donc, on a besoin de quoi? Elle a besoin d'un tableau, d'une matrice, et elle a besoin de la taille. Maintenant, les variables locales, la fonction, est-ce qu'elle a utilisé des variables locales? Je vais voir mes traitements. Les traitements, on a utilisé un i, on a utilisé le n, il est comme paramètre, on a utilisé sim, c'est le nom de la fonction, on a utilisé le j, donc je dois déclarer le j, c'est tout. Donc j'ai besoin de variables locales, var, quoi, i et j. Ce sont des entiers. C'est tout, donc début et fin. Voilà votre fonction qui vérifie est-ce que la matrice carrée est symétrique. Je fais des tabulations. Voilà. Je mets en gras les mots-clés. Et voilà notre fonction qui s'est terminée. C'est bien? Bon, si on avait utilisé une variable booléenne ici comme variable locale, je vais mettre si me reçoit la variable à la fin camel. Si on utilise une variable par exemple res, résultat, je vais remplacer le sim ici par résultat à chaque fois. Et à la fin camel, je vais mettre sim reçoit résultat. Bon, là c'est puisque le nom de la fonction est belge, on l'a utilisé sim, donc je peux utiliser le nom de la fonction comme étant la variable booléenne que j'ai. C'est clair? Là, on a utilisé le triangle vert pour parcourir. La condition, c'est toujours la même. Je peux utiliser le parcours jaune, et ça sera toujours la même chose, sauf que c'est les bornes de la fonction qui changent. Donc, je peux avoir la deuxième version, parcours jaune. Le parcours jaune, qu'est-ce qu'il va donner? Donc, il va donner toujours sim ça, toujours, mais maintenant, je vais initialiser le i à quoi? À 1. Il va se terminer à n-1. Donc, je vais dire i reçoit 1. Et il se termine à n-1, donc strictement inférieur à n et non pas inférieur ou égal à m. Et sim toujours. Le jti, donc il va à i plus 1 jusqu'à n. Donc, ça va être i plus 1 et plus 1. Et il va arriver jusqu'à n, donc inférieur ou égal à n. Inférieur ou égal à n. Et sim toujours. La condition est la même. La différence, si cette différence est faux, ainsi de suite. Oh là là, qu'est-ce que je fais là? C'est le 1, je déplace tout. Voilà, c'est ici.
Donc J est inférieur à ou égal à N. J'espère que j'ai pas fait de bêtises ici. I égale à 1. Donc strictement inférieur à N. Et ici, donc si j'ai fait une bêtise. Donc là c'est J تحت. J reçoit I plus 1. Par contre, on a J taille بدل 1. Donc ici c'était le 1. Donc, c'est la première solution. En utilisant le vert, on a triangle vert. Triangle vert, donc c'est c'est le triangle jaune. Triangle jaune. C'est bon? Donc les deux sont corrects, ou bien que je parcours avec le vert, ou bien je parcours avec le jaune. Ce qui m'évite bien sûr de parcourir toute la matrice. Est-ce que c'est clair pour cet exercice? Bien. Voilà, donc ceci termine la série officielle. Comme les exercices complémentaires. Donc c'est à vous de programmer ça. Alors maintenant, si vous avez des questions, même la période des vacances la semaine prochaine, je suis prêt à répondre à n'importe quelle question. Merci, monsieur. Bien. Si on n'a pas de questions, je m'arrête. Bon, d'ici, en principe, aujourd'hui, on a une réunion l'après-midi. On va vous envoyer exactement ce qu'il faut réviser pour l'examen. Jusqu'à présent, on n'a pas encore tranché, parce que les différentes sections ne sont pas au même niveau. Donc cet après-midi, on a une réunion entre enseignants. Et certainement, cet après-midi, ce soir ou à la limite demain matin, on va vous envoyer les chapitres qui vont être retenus pour l'examen. OK? D'accord, monsieur, merci beaucoup. Pour concentrer vos révisions. Donc, s'il y a des chapitres qui ne vont pas être, qui n'entrent pas dans l'examen, c'est pas la peine de perdre le temps pour la révision. Maintenant, si on dit que qu'il y a des sections et du recours sur d'autres sections peut-être qui n'ont pas fait certaines choses, l'essentiel, ce soir, maximum demain matin, on va vous envoyer l'information à travers vos délégués. D'accord, monsieur, merci. OK, donc, bonnes vacances et bonne préparation. Merci à vous. Merci, monsieur.